les aspects de tension en astrologie, c'est cet aspect ombre, en fait, qui te mène à ton destin, on va dire. Parce que sans tension, tu peux pas travailler, tu peux pas évoluer. Donc pour moi, c'est plus un cadeau d'avoir des aspects de tension dans un thème astral que finalement avoir des trigones qui sont des aspects harmonieux. Je connais beaucoup de personnes où j'ai étudié leur thème qui ont beaucoup d'aspects harmonieux et c'est des personnes qui ont fini par être limite en échec parce que finalement ces personnes-là n'ont aucun challenge dans la vie. Je suis avec Mélanie Stankowska pour un sujet fascinant, entre ombre et destin. Mel, tu es silhouettiste, Oui. tarologue et astrologue. On va bien sûr définir tous ces termes pour ceux qui ne les connaîtraient pas, notamment sur la silhouette, mais avant tout, comment ça va ? Ça va très bien, Mourad, merci. Alors déjà, merci de m'avoir proposé de venir aujourd'hui. Et ensuite, je suis un peu stressée, mais j'ai hâte de faire cette conversation avec toi. Moi aussi, j'ai vraiment hâte et je pense que ça va être très enrichissant. Alors, est-ce que tu peux compléter ma présentation pour ceux d'abord qui ne te connaîtraient pas et surtout qui ne connaîtraient pas toutes ces cordes que tu as à ton arc, avec une petite mention spéciale pour la silhouette qui, à mon avis, est la moins connue de toutes, mais pas forcément la moins intéressante. Alors, en effet, je suis silhouettiste, donc c'est un métier qui s'est perdu avec l'apparition de la photo. Et je fais partie d'une famille de silhouettistes. Donc je suis la troisième génération à pratiquer cet art. Donc, dans ma famille, c'est mon grand-père qui a commencé et qui a appris à mon père, puis à ma sœur. Et aujourd'hui, on est une petite entreprise familiale et on travaille en tant que silhouettistes tous ensemble. Et le métier consiste à découper le profil des gens au ciseau dans du papier. Donc le résultat ressemble à une ombre projetée du profil et c'est fait en 2 minutes avec un ciseau. Magnifique. Voilà. Ouais, donc déjà ça pose un petit peu le contexte pour le thème, oui. Et ça va faire le lien avec ces autres choses. Donc cette discipline familiale en fait, c'est un art que vous pratiquez tous en famille, ça je trouve ça très marquant et j'aimerais vraiment te poser des questions dessus ensuite. Et après il y a l'aspect tarot et astrologie. Ouais. Alors la question que j'ai envie de te poser c'est comment est-ce que tu fais le lien entre tout ça ? Le lien m'a sauté aux yeux vraiment récemment entre le fait que depuis toujours, quand j'ai commencé à faire de la silhouette, j'ai remarqué que les gens avaient cette faculté à se déposer, à me raconter des choses, à être un peu vulnérable pendant ce moment-là. Et c'est vrai que c'est ce qui m'avait énormément touchée, parce que c'est quelque chose qui dure très peu de temps. Je suis en contact avec les gens environ 5 minutes. Et en fait, le fait qu'ils se laissent observer par moi, qu'ils me font confiance pour découper leur profil et leur donner quelque chose qui est fait avec mon œil, avec... c'est un côté où même moi, je me sens vulnérable en connexion avec eux. Et c'est vrai que j'ai eu des moments hyper thérapeutiques pendant la silhouette parce que des gens m'ont dit vous avez fait en sorte à ce que j'aime mon profil alors que j'ai jamais aimé mon profil. J'ai eu des personnes qui ont pleuré, j'ai eu toutes sortes de réactions qui m'ont vachement touchée. Et du coup, quand je fais l'astrologie, j'ai l'impression aussi que je touche un côté très vulnérable des gens également. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a l'ombre de la silhouette qui fait vraiment écho à l'ombre en astrologie et pareil au tarot, quoi. Donc là, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un lien et un sens à tout ce que je fais parce que jusque-là, j'avais l'impression d'être un peu partie dans tous les sens et je me disais, mais comment ça se fait que je sois là et au final, je trouve que tout est cohérent, quoi. Ouais, il y a un fil directeur. Alors, combien de temps est-ce que ça prend en moyenne de faire une silhouette ?
Tu es dans un événement, donc tu vas par exemple sur des événements, ça peut être un mariage, ça peut être des événements de grandes marques, de grandes entreprises, de certaines occasions. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'endroits où on peut vous contacter pour faire de la silhouette. Et donc les gens se mettent de profil. Oui. Et combien de temps ça prend ce moment ? 2-3 minutes. 2-3 minutes pour faire une silhouette. Ouais. Donc en général, je mets 5 minutes par personne entre le moment où je l'aborde, où je lui explique à peu près ce que je fais, où il pose et où je lui donne le résultat final. Et tu dis que déjà dans ce moment-là, c'est un moment d'intimité avec la personne où elle va te raconter des choses. Oui. Ça, c'est fou que ça puisse se dérouler dans ce tout petit laps de temps. Bah ouais, c'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a comme un masque qui tombe tout de suite parce que... Et c'est intéressant parce que parfois, je vois vraiment le masque des gens qui sont en résistance. Il y a beaucoup de gens qui font des blagues, qui n'arrivent pas à se contenir, qui bougent... et du coup, je suis un peu en mode bon, ok, quand t'as fini ton petit cirque, je vais pouvoir faire ta silhouette. Et c'est très intéressant parce que dès que je commence à faire la silhouette, il y a une espèce de truc magique qui se crée où t'as vraiment l'impression que le temps est suspendu et là, je sens qu'il y a un truc qui se passe. C'est hyper... j'adore avoir cette sensation de... J'appelle ça les moments de grâce un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que tu découpes donc dans... on pourra mettre des illustrations à l'écran si t'en as. Tu découpes sur du carton noir, c'est ça ? Alors mon papier, il est blanc. Ouais. Et de l'autre côté, il est noir. D'accord. Donc moi, ce que je découpe, je le vois du coup. Ouais. C'est parce que si je découpais sur du noir, je verrais pas la ligne que je suis en train de découper. Mais quand le résultat est terminé, je le glisse dans un carton blanc et ça fait cet effet pochoir. Ouais, ombre. Oui, exactement. Et pourtant, c'est un acte de mise en lumière de la personne. Oui. Ouais. Et ensuite, j'imagine qu'il y a le moment où tu vois la réaction de la personne quand elle voit son profil. C'est exactement ça. Et les gens ne s'attendent pas à un résultat, ils s'attendent à rien parce qu'ils connaissent pas mon métier. Donc à chaque fois, j'ai tout un truc au début, ouais, non, merci, machin, nan. Et à la fin, les gens sont toujours surpris et sont beaucoup touchés. Et puis il m'arrive aussi que les gens refusent et après reviennent me supplier pour avoir leur silhouette parce qu'ils ont vu à côté. Donc ouais, moi j'aime bien ces moments-là. T'as des anecdotes marquantes de la réaction d'une personne qui reçoit sa silhouette, où il y a des choses qui te viennent comme ça à l'esprit ? Alors la dernière en date, j'étais du coup dans une boutique de luxe cet hiver à Lyon et c'était la dernière personne avant que je parte et c'était une femme qui achetait une montre de luxe et du coup je l'ai abordée, elle savait pas ce que je fais et je lui ai proposé, elle m'a dit d'accord, ok, un peu sans conviction pendant son achat et moi je lui ai fait ma petite silhouette juste à côté, un petit peu en discrétion, en retrait. Et quand je lui ai donné, elle s'est mise à pleurer. Et je me suis mise à pleurer avec elle parce que du coup, ça m'a vachement surpris. Je m'attendais pas et je sais pas. Et j'ai vécu un moment magique grâce à elle. Et je me suis dit, waouh, en fait, t'arrives à toucher des gens qui... tu sens la valeur en fait que ça a. Quand ça touche des gens qui ont les moyens de s'offrir des choses que peu de gens ont ces moyens-là. Et là, le fait de les toucher vraiment au plein cœur et provoquer une réaction comme ça, c'est un cadeau de fou, en fait. Ouais, elle vient... que moi, je reçois. Elle vient acheter une montre de luxe, mais c'est pas la montre de luxe qui l'a fait pleurer, en fait, c'est sa silhouette pas du tout. Sur un morceau de papier. C'est ça. Ouais. Et pourquoi tu penses que ça l'a touché autant ? Peut-être parce que c'est une question de regard que personne ne pose sur elle, je sais pas, il y a peut-être un truc que quelqu'un ait pu capter. Moi je dis toujours que mon but dans une silhouette c'est de capter l'essence des gens. Je pense que voilà, au-delà de la ressemblance que j'essaie d'apporter, c'est vraiment cette âme en fait, je sais pas comment expliquer. Et c'est intéressant parce que ça fait une ouverture déjà vers les autres disciplines. Et avant d'y arriver, j'ai envie de te demander comment est-ce que ça a commencé tout ça pour toi par ordre chronologique. Donc c'est la silhouette
Oui. parce que c'est la tradition familiale et que du coup tu rentres dedans. Ça commence à quel âge? Alors, ça commence à 24 ans, Ouais. donc il y a 10 ans. Et c'est quelque chose que j'ai fui, totalement fui. Alors, je voulais pas du tout être silhouettiste à la base. C'est un métier que je voyais faire dans ma famille, j'ai grandi avec. J'ai toujours été fascinée par la silhouette. Mais c'est vraiment quelque chose que j'observais de loin. Et puis, c'est un métier aussi qui était principalement pratiqué par les hommes de ma famille. Et c'est un métier aussi qui était aussi fait dans la rue. Donc j'avais comme une espèce d'interdiction de me projeter à faire potentiellement ce métier. Puis ma sœur, donc j'ai une grande sœur, a commencé à faire ça pour arrondir les fins de mois pendant ses études, parce qu'elle a commencé dans l'événementiel. Et au fur et à mesure, voilà, c'est devenu son métier et je me suis dit franchement non, il n'y a pas la place pour moi non plus là-dedans. Donc j'avais plein de projets, j'avais plein d'envies, toujours autour de l'art, mais la silhouette, ouais, non, ça faisait pas partie de mes plans. Et à mes 24 ans, je sais pas pourquoi, il y a l'ex de ma sœur du coup qui travaille aussi avec nous, qui m'a dit bah vas-y Mel, t'as jamais fait de silhouette, essaye. Et là j'ai pris un ciseau, j'ai pris un papier et j'ai eu un fou rire nerveux en mode non merde, je crois qu'en fait j'ai vraiment envie de faire ça. Et c'est venu un peu de nulle part et tout s'est enchaîné parce que quelques mois plus tard, j'ai eu une opportunité d'aller faire une prestation à Bangkok. Donc ma sœur a une proposition pour plusieurs silhouettistes et on n'avait pas assez. Donc il m'a dit allez ma cocotte, c'est maintenant. Donc tu vas te former. Je me suis formée en 3 semaines. Donc autant te dire que c'était une catastrophe. T'as eu la pression un peu? J'ai eu de la pression. Tu m'étonnes. Ma qualité, elle n'était pas exceptionnelle, mais franchement, je me débrouillais pas mal pour quelqu'un qui venait juste de commencer. J'ai des notions de dessin, donc quand même, voilà, j'avais les proportions et tout ça. Mais je suis très critique aussi, donc je savais que le résultat n'était pas... voilà, que je pouvais faire mieux. Et en effet, tout s'est enchaîné. Au bout de quelques mois, j'ai enchaîné les événements et très vite, je suis arrivée à un niveau qui était plutôt satisfaisant. Et je me suis dit, waouh, enfin, je pensais pas du tout trouver quelque chose qui me nourrit là-dedans. Et voilà, enfin, j'ai adoré. J'ai adoré le contact avec les gens, j'ai adoré faire ce métier, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment... Alors moi, c'est quelque chose que j'ai découvert avec toi, je connaissais pas du tout. Et puis un jour, tu m'as fait ma silhouette et c'était très touchant pour moi aussi. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment, comme tu le disais tout à l'heure, que tu mettais beaucoup d'amour à l'œuvre et qu'il y avait une partie de mon essence là-dedans, en fait. En tout cas, de mon profil. Et puis toi, de ta perspective. Donc moi, ça m'a vraiment touché. Elle est quelque part ici, dans la bibliothèque. Et c'est intéressant parce que c'est très atypique, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Tu disais tout à l'heure que c'est une discipline qui se pratique aussi dans la rue. Effectivement, on pense à la place du Tertre à Montmartre, où tu as grandi avec ta famille, où voilà, on a des artistes. On a toujours été à Montmartre, on y est toujours. Voilà, exactement. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en voyageant, et c'est aussi quelque chose que vous faites, comme on le disait tout à l'heure, dans des grands événements. Tu étais au Vélodrome à Marseille récemment. Incroyable. Comment ça s'est passé ? Ah, c'était trop cool. C'était trop cool. J'ai eu. Maintenant, j'habite aussi à Marseille. Ouais. Donc, c'était un petit peu une consécration. Je me suis dit, ça y est, je suis officiellement marseillaise. Première fois que je mets les pieds au Vélodrome. Marseille a gagné en plus. Donc, c'était une expérience super parce que du coup, j'ai accès à un décor que peu de gens connaissent. Donc j'étais dans le côté VIP, donc avec les meilleurs clients, j'ai pu voir le match. Et en plus, ce qui est très touchant dans le Sud, c'est que les gens n'ont encore moins accès à ce genre d'événements, de prestations. Donc ouais, ils étaient encore plus surpris quand je fais les événements à Paris, par exemple, où ils ont l'habitude d'avoir des artistes qui viennent et tout ça. Mais là, ouais, c'était vraiment cool. Les réactions étaient super et ouais, ça plaît, quoi. Ouais, carrément. Encore une fois, je trouve que ça mérite vraiment d'être connu et expérimenté. Et alors, à quel moment vient l'astrologie ou le tarot ? D'ailleurs, c'est quoi qui vient en premier dans ton histoire ?
C'est l'attrait pour le tarot qui est venu en premier. Et en fait, je me suis formée à l'astrologie juste avant le confinement. Et je me suis formée à l'astrologie pour moi à la base, avec ma sœur. On a fait ça ensemble. C'était un cadeau qu'elle m'avait offert. Donc on est parti se former vraiment pour se comprendre nous-mêmes à la base. Donc c'était vraiment par curiosité. Et pendant le confinement, là j'ai commencé à développer vraiment l'astrologie et surtout le tarot, à faire des guidances et tout ça à mes potes. Et j'ai commencé aussi en parallèle à essayer de tester, du coup, est-ce que l'astrologie, ça marchait vraiment sur les autres et est-ce que j'avais bien capté le truc. Et en fait, à chaque fois, genre, les gens étaient choqués de ce que je pouvais leur dire. Et j'ai vraiment capté ce côté de connexion à l'autre à travers cet outil. Je pouvais voir les mêmes aspects selon les personnes et pourtant, j'avais pas les mêmes choses qui me venaient en fonction de chacun. Donc je voyais que je délivrais des trucs très pertinents à chacun, alors que en soi, j'aurais pu dire la même chose, quoi. Donc je me suis dit, ouais, c'est un outil incroyable. Ouais, donc on entend aussi en trame de fond une intuition qui se Oui, développe et qui te permet de totalement. donner des informations personnalisées. Mais c'est Ouais. quoi le contexte qui vous amène euh, à vous intéresser à l'astrologie? Donc si j'ai bien compris, c'est l'astrologie juste avant le confinement Oui, pour vous, oui. et ensuite les cartes, donc le Oui, tarot. en parallèle, ouais. Je Ouais, m'étais acheté un tarot que je savais pas trop comment utiliser. ouais. Et au final, j'ai regardé comme je te disais, des nanas qui faisaient des trucs sur YouTube. Donc je me suis un peu inspirée, j'ai essayé. Et ouais, là, j'ai senti un espèce de monde s'ouvrir à moi, d'intuition surtout, en fait. Et où parfois, j'ai une anecdote où j'ai commencé à prendre le tarot, du coup. Et là, j'ai une carte qui tombe. Je commence à dérouler une bobine dessus à la personne. La personne, elle est choquée. Elle me dit, waouh, c'est incroyable et tout. Et je me rends compte après coup que l'interprétation de la carte, c'était pas du tout la bonne, en fait. C'était pas du tout la carte que je pensais interpréter. Et là, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'en fait, j'ai eu une autre carte qui est tombée? J'aurais pas du tout dit ça si j'avais capté, en fait, que c'était pas la bonne carte. Et la personne était sur le cul. Et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être parce que c'est le message qui devait sortir. Au final, peut-être qu'on s'en fout de la carte qu'il y a. Et, et là, je me suis un peu lâché la grappe sur le côté scolaire euh, des choses. Et je me suis dit, voilà, pour moi, c'est des fenêtres sur l'inconscient et va sortir ce qui doit sortir. Ouais, on sent vraiment ce truc. Alors moi, ce qui me vient tout de suite, c'est que comme la silhouette, l'astrologie et le tarot t'ont choisi. Moi, c'est ça Mhm. qui me vient. C'est qu'on a l'impression dans la manière dont tu le racontes, où c'est des trucs qui sont arrivés en fait. Oui, C'est totalement. pas j'ai choisi, ça fait des années que je m'y Oh, intéresse, et c'est la conséquence logique de. Non, on a l'impression que ça tombe un peu dessus, et totalement. puis que c'est fluide. Parce que l'histoire que tu expliques pas quand tu parles de la silhouette, Mhm. tu dis que ça commence et que tu commences à découper, on te met un ciseau dans les mains, et c'est que t'es devenue super forte. Enfin, ce que tu fais aujourd'hui, c'est exceptionnel. Merci. Et l'astrologie et le tarot, je sais aussi que, enfin voilà, t'as une vraie connaissance de ces disciplines aujourd'hui, qui s'est construite avec le temps et avec aussi une expérience. Mais ouais, j'ai vraiment le sentiment que c'est ces trucs-là qui t'ont choisi. Et je pense que ça peut faire réfléchir tout le monde, en fait, de se dire, bah, parfois il y a des choses qui nous tombent dessus aussi dans la vie. C'est intéressant, moi c'est marrant, le travail que je fais aujourd'hui, en tout cas que j'ai fait pendant les 7 dernières années, je l'ai trouvé dans une soirée. Et je savais même pas que ça existait, ce boulot, tu vois. Copywriter, c'est l'ami d'un ami dans une soirée qui me parle de ça. Enfin, des fois, c'est intéressant aussi de comment la vie met des choses sur notre chemin et comment on se rencontre aussi à travers, tu vois, ce qu'il y a sur notre chemin. Et je Oui, voulais rebondir totalement. sur un autre truc que Mhm. tu as dit, parce que pour le préciser, tu m'as déjà dit ça et j'ai trouvé ça très intriguant, euh, que l'astrologie et les cartes, c'était en quelque sorte une carte de notre inconscient. Mhm. Donc l'astrologie et le tarot plutôt, pour éviter la répétition. Mhm. Est-ce que tu peux développer cet aspect? En fait, dans mon parcours, j'ai aussi fait une formation de tarot Ouais. psychologique. Mm. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné un peu ma méthode de tirage aujourd'hui. Donc pour moi, le tarot, c'est pas du tout divinatoire. J'aime pas du tout l'utiliser comme ça ou j'aime pas quand les gens le voient comme ça. Parce que pour moi, justement, c'est des fenêtres sur l'inconscient.
Donc pour moi, c'est vraiment un accès direct à ce que je peux pas percevoir sans outil, mais que du coup, cet objet me permet de voir. Donc c'est comme si j'avais des petites images, une petite histoire qui se crée devant moi. Et grâce à ça, si la personne veut bien s'ouvrir à moi, bah, je vois à peu près... j'arrive à capter les énergies qui se trament, quoi. Au même titre, quand j'ai quelqu'un qui est fermé, qui ne veut pas savoir, je le sens tout de suite dans mon corps. J'ai rien qui me vient, ou alors j'ai vraiment l'impression de devoir batailler pour capter quelque chose ou pour lui délivrer un message. Et c'est un peu une épreuve pour moi à ce moment-là. En général, je continue pas, quoi. Donc, quand la personne est ouverte Oui. et volontaire, ce serait donc des symboles de l'inconscient. Ça me fait penser à la projection. Il y a la projection et la contre-projection en psychologie, mais récemment, je lisais un livre de Jung où il appliquait ça à l'alchimie, en disant que ce que l'alchimiste fait en travaillant sur la matière, c'est qu'en fait, il projette des parts de lui. Et donc, en travaillant sur la matière, il travaille sur lui-même. Ce que tu expliques, ça me fait un peu penser à ça, parce que c'est l'idée qu'en fait, pour avoir des réponses à certaines questions, il y a des images qui vont apparaître qui, en fait, symbolisent ce qu'il y a dans notre inconscient actuellement, ou dans l'énergie, si je me permets d'utiliser quelque chose d'assez exactement. vague. Ouais. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça me fait aussi penser au fait que, au début, ce que j'ai remarqué, donc ça fait 10 ans presque que je fais ça, et au début, ce qui m'a interpellée, c'est que j'arrivais pas à me faire payer parce que je me disais, mais c'est un truc de fou, parce qu'à chaque fois que je fais un coaching ou quelque chose, j'ai l'impression de m'aider moi-même, en fait. Je travaillais sur des problématiques actuelles grâce à la personne qui venait me voir. Et j'avais un peu l'impression d'être un escroc parce que je me disais, mais en fait, là, je viens de me donner des réponses à moi-même ou je projette parce que du coup, c'est un petit peu ce qui m'arrive et du coup, ce que je vais dire à la personne, bah... Et au final, bah non, c'est comme si vraiment c'est là aussi où j'ai vu la magie de la vie un peu prendre encore plus forme. Parce que du coup, ouais, je me suis vraiment confrontée à cette synchronicité, à cet écho qu'avaient les événements, en fait. Et je me disais, bah en fait, non, les personnes, elles viennent me voir moi à ce moment-là précis parce que j'ai les clés. On a les clés ensemble, en fait, pour se faire avancer ensemble. Donc ouais, moi, je trouve ça toujours incroyable quand j'ai des coachings parce que, ouais, ça me parle toujours. J'ai entendu beaucoup de thérapeutes dire ça, que finalement les accompagnements à l'instant T parlent aussi d'eux-mêmes dans une certaine mesure. Et en plus de ça, il y a aussi quand même la nécessité de garder cette distinction et d'avoir ce qui est à l'autre et ce qui est à nous-mêmes. Ouais. Mais c'est passionnant parce que c'est presque le principe de la synchronicité en fait. Exactement. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ta pratique du tarot et de l'astrologie ? La justesse à laquelle je peux rentrer dans la personne, en fait. Enfin, lui délivrer des choses que même elle ne connaît pas ou n'a pas conscience. Et en fait, juste avec une petite carte comme ça, toute petite, avec quelques lignes et quelques planètes, j'arrive à la connaître mieux que ce qu'elle ne se connaît elle-même. Et je me dis, mais comment c'est possible ? À chaque fois, je ne comprends pas comment ça peut être possible. Il y a un côté un peu magique. Et, totalement. Et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on travaille avec le symbole. Oui. Et parfois, c'est plus simple de passer par le symbole que d'y aller frontalement. En fait, je pense que tu pourrais avoir une intuition sur une personne, mais le symbole fait aussi office de soupape. Et c'est une manière d'amener le sujet différemment, parce que tu peux commencer par décrypter le symbole. Je pense au fou, par exemple. Tu tires le fou, ça peut vouloir dire... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, le fou, tiens ? Ça dépend s'il y a une question derrière. D'accord. Mais ça peut être une invitation à abandonner tout ce qui est superficiel. Ça peut être une invitation à se délester des bagages. Ça peut être une invitation à partir à l'aventure, à prendre des risques. Ça peut vouloir dire que tu prends pas assez de risques ou que t'en prends trop.
Donc franchement, il peut avoir ça peut vouloir dire aussi que t'es protégé parce que le fou, il est au bord d'une falaise et il a les yeux fermés, il chantonne et tu vois qu'il a un animal à côté de lui qui est son guide spirituel, donc il a cette protection et en fait, il avance avec confiance dans la vie. Donc voilà, tu peux avoir un milliard d'interprétations en fonction de la question que tu poses et de là où tu as envie d'aller en fait. Ouais, mais vraiment ce côté symbolique. Euh, et tu vois, j'y avais jamais pensé avant, mais je suis convaincu que ça facilite en fait l'histoire que tu peux raconter à la Bah oui. personne. Et donc le lien que tu peux créer aussi. Et ce qui est intéressant dans le fou, c'est que c'est l'arcane 0, mais dans la symbolique, ça peut être autant le début du parcours, parce que du coup, c'est comme un chemin initiatique, les arcanes du tarot, mais ça peut être aussi la dernière carte après le monde. Donc ça peut venir boucler la boucle dans le sens, enfin ça dépend comment tu lis le, le tarot, quoi. Ouais. Hein, comment tu lis l'histoire. Alors, il y a différents types de tarot, toi, lesquels tu utilises et quelle différence tu fais. Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que les arcanes pour les gens qui ne connaissent pas, moi y compris? Alors, il y a 2 types de tarot, selon moi, c'est tarot de Marseille, où tu vas avoir les arcanes majeurs et les arcanes mineurs qui vont être illustrés juste par des symboles, c'est-à-dire pentacle, épée, bâton et coupe. Donc tu vas avoir par exemple le 8 de coupe, ça va être juste 8 coupes. Et il y a des symboliques qui sont un peu, enfin qui varient un petit peu entre celui que moi j'utilise, c'est le Rider-Waite. Et là, les arcanes mineurs vont être aussi illustrés, comme les arcanes majeurs. Donc il va y avoir des images. Et par exemple, le 8 de coupe, c'est une personne qui part. Donc symboliquement, elle va chercher sa 9e coupe. Voilà, donc moi, c'est quelque chose qui me parle le plus parce que j'ai l'image et tout de suite, je me déroule un petit peu mon histoire dans ma tête. Ça m'aide un petit peu. Si je vois 8 coupes, ça me parle pas. Ok. Et l'astrologie dans tout ça, comment ça entre en ligne de jeu? Est-ce que c'est parce que ça m'a l'air très complémentaire Oui. En fait, tu pourrais tirer les cartes à quelqu'un pour parler d'une situation actuelle en complément d'un thème astral qui permettrait de cartographier un peu plus. Cartographier quoi d'ailleurs? Bah, qui il est, c'est pour ça que quand les gens viennent me prendre des consultations, je sais jamais ce que je vais faire avec eux. Je leur dis toujours, on va voir, mais ce que j'aime bien faire, c'est commencer par l'astro, pour voir à peu près qui j'ai en face de moi. Par exemple, si tu as une problématique sentimentale, disons, et que tu as toujours un peu ce côté schéma répétitif, et que finalement, je vois dans ton thème que tu as une Vénus, qui est la planète, on va dire, de l'amour, qui est mal aspectée, ça peut déjà nous donner une première base, une entrée en matière, pour voir qu'en fait, ouais, là, aujourd'hui, tu captes pas ta problématique sentimentale, mais en même temps, quand tu vois sur le thème natal que ta Vénus, elle est placée comme ça, qu'elle a cet aspect-là, ou cet aspect de tension, ou qu'elle est dans cette maison, donc qu'elle s'exprime dans ce domaine-là de cette manière, mais que tu la valorises pas, que tu l'exprimes pas comme il faut, et bah du coup, ça peut déjà nous donner une piste sur pourquoi aujourd'hui tu galères un petit peu. C'est intéressant que tu parles de pistes et en fait c'est une manière de dire aussi qu'il n'y a pas de fatalité. Non. Parce que c'est pas parce qu'on dit que c'est mal aspecté. Au contraire. Que, voilà, c'est plus que ça crée une problématique mais aussi une opportunité de vivre de manière créative et de trouver des solutions à ça. Et oui. Ouais. Pour moi, les aspects de tension en astrologie, c'est cet aspect ombre en fait qui te mène à ton destin, on va dire, parce que sans tension, bah tu peux pas travailler, tu peux pas évoluer. Donc pour moi, c'est plus un cadeau d'avoir des aspects de tension dans un thème astral que finalement avoir des trigones qui sont des aspects harmonieux. Je connais beaucoup de personnes où j'ai étudié leur thème qui ont beaucoup d'aspects harmonieux et c'est des personnes qui ont fini par être limite en échec parce que finalement ces personnes-là n'ont aucun challenge dans la vie. Et finalement, bah, ils se retrouvent un peu victimes de leur cadeau et de leurs dons. Ils savent pas trop, enfin, ils ont pas de stimuli en fait. Ils ont pas de feu intérieur qui les pousse à avancer parce que
tout est lisse, tout est plat, tout est beau. Quel ennui. Et oui. Moi, ça m'a toujours intrigué. À chaque fois que je parle d'astrologie, je suis obligé de sortir ça, mais ça m'intrigue, ça m'interpelle beaucoup le fait qu'on ne connaisse pas l'origine de ça. Oui, c'est vrai. L'astrologie notamment, parce que le tarot, je pense que ça vient de l'hébreu, de la Torah, il me semble. Je crois, ça ouais. remonte jusque-là. Et encore, ça pourrait aller sans doute beaucoup plus loin, probablement. Si on creusait, ça me surprendrait pas. Mais typiquement, l'astrologie, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, non. En tout cas, dans ce que je veux dire, c'est assez mystérieux. Qui a inventé ça? D'où est-ce que ça vient? Comme beaucoup de pratiques un petit peu... qu'on pourrait qualifier d'ésotérique, il y a tout ce mystère autour de ça qui fait que d'où est-ce que vient ce savoir, cette connaissance? On ne sait pas trop, ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas prendre ça au sérieux en disant que tout ça c'est faux et c'est des bêtises et c'est... Voilà. Et en même temps, dans mon expérience, force est de constater qu'il y a des choses qui sont très intrigantes autour de l'astrologie et de la pertinence que ça peut avoir. Moi, je vois vraiment ça comme... Ouais, un petit peu les cartes qu'on m'a données dans cette vie avec quelques indications. Moi, je le vois ça comme ça, le thème astral. Voilà les indications, voilà les cartes. Ouais, et qu'est-ce c'est que une j'en map, fais quoi. Parce que c'est ça, voilà. C'est une map, c'est une carte, mais t'as quand même ton libre arbitre. Bien sûr. Ce que tu dis avec la personne qui a un super thème, ou a priori ça roule, mais qui fait rien de sa vie. Ouais. Non, ça peut être une malédiction d'avoir que des facilités. Mais voilà, si t'en fais rien, tu vois, par exemple, les personnes qui ont des thèmes difficiles, elles ont le choix entre soit tomber en dep et soit se dire, mais en fait, il y a un truc qui m'appelle, qui me challenge et je renais de mes cendres, j'avance. Et en fait, c'est ça la symbolique pour moi de l'astrologie, c'est que en fait, t'es là juste pour faire évoluer ton âme. Pour moi, voilà, c'est un peu comment je me suis incarnée dans cette vie, c'est quoi ma boîte à outils, quels sont les challenges que j'ai pas relevés dans ma vie précédente et quels sont les challenges que j'ai relevés, du coup je viens avec et ça m'aide et c'est trop bien, et quels sont ceux que je dois comprendre, travailler, expérimenter pour que dans la prochaine je sois un peu plus tranquille, quoi. Pourquoi tu parles de vie précédente et de vie prochaine? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, je crois en la réincarnation. Ah bon? Oui, je sais pas. Faut être un peu fou, non? Possible. Est-ce que ça gratte, ceux qui écoutent? Quand on parle de réincarnation, est-ce que ça gratte? Parce que ça devrait, en vrai. Franchement, je sais pas, mais j'ai envie d'y croire, en tout cas. En tout cas, moi, je trouve que ça a du sens. Ça résonne en moi, donc on va dire que c'est vrai. Moi, je pense que je l'ai expérimenté. Je pense que j'ai eu des moments de souvenirs de vie précédente et je pouvais même, dans des états de conscience modifiés, voir les résonances avec ma vie actuelle. C'est comme si c'était une même problématique, mais calquée dans différents scénarios. Pour ceux que ça intéresse, il y a un film qui montre bien ça, qui s'appelle Cloud Atlas, qui a été fait par les créateurs aujourd'hui, a priori, de Matrix, pardon. Okay. Et ouais, ils sont branchés, ces gens-là. Donc, non, très, très intéressant. Bien sûr, j'étais sarcastique. Tu sais ce que je pense de ce sujet. Oui. Et normalement, vous aussi, si vous écoutez le podcast. Alors moi, Mel, je voulais faire un truc avec toi. J'ai 3 thèmes astro, complètement anonymes, de personnalités célèbres. Et j'aimerais que tu les regardes un à un et puis voir ce qui sort, ce qui peut sortir. Tu testes? Allez, j'ai peur. Je suis trop curieux. Tu vois, à chaque fois, comme je te dis, à chaque fois, ça fait 10 ans que je fais ça et à chaque fois, j'ai le syndrome de la page blanche en mode, mais est-ce que je sais vraiment faire ça? Prends ton temps. Prends autant de temps qu'il te faut. Tiens. Alors, il n'y a rien indiqué, il n'y a pas de nom, il y a juste une carte du ciel que tu as l'habitude de lire et je te laisse... Alors déjà, il y a beaucoup de carrés. Donc, il y a beaucoup d'aspects de tension. Donc on peut voir déjà que la personne je sais pas si elle est vivante ou pas, mais elle a une vie assez riche. Je peux pas cliquer sur les aspects. Non, tu peux zoomer. Ouais, du coup je suis pas trop sûre. Moi, je parlerais quand même de rigidité.
sur cette personne. Parce qu'elle a quand même un soleil en Capricorne, en maison 6. Donc c'est la maison du travail, de la rigueur, c'est la maison de la Vierge. Donc c'est aussi la maison du soin. Donc je sais pas s'il y a un côté thérapeutique chez elle, parce qu'il y a déjà un côté... T'as un aspect avec Pluton. Pour moi, c'est les personnes qui ont un aspect direct avec Pluton, que ce soit avec leur soleil ou leur lune. Ça donne un côté très thérapeutique, très basé sur la psychologie. Il y a du coup Pluton qui est en maison 12. Donc la maison 12, c'est la maison du poisson, qui est la maison de l'occulte, qui est la maison de tout ce qui est spirituel. Donc cette personne, pour moi, elle s'est transcendée, elle s'est... elle a... Comment dire ? Elle s'est transformée à travers... du coup, ça aurait pu être la religion ou... je sais pas comment... Ouais. Ça, c'est très pertinent. Ouais, ok. Ça me perturbe de ne pas savoir de qui je parle. Après, il y a un côté aussi, vu que son Pluton est en Lion, il y a aussi ce côté vouloir la reconnaissance, mais ne pas l'accepter non plus. Et en même temps, avec ce côté carré soleil, pareil, ça donne un côté... J'ai envie d'être vue, j'ai envie d'être reconnue, mais j'ose pas trop. Parce que le Capricorne, il n'a pas très envie d'être... comment dire ? En lumière non plus. Ça donne une personnalité très rigoureuse. En plus, cette personne, elle a une lune en Verseau. Donc une lune en Verseau va nous inviter à... ouais, c'est une lune qui a besoin de s'exprimer, c'est une lune aérienne, c'est une lune qui va innover. C'est une lune aussi... qui a besoin d'être stimulée. Émotionnellement, ça peut créer une personne assez distante. Parce que la lune, c'est le monde émotionnel, c'est l'inconscient aussi. Donc ça peut créer une personne qui va être en distance avec son émotionnel. Et c'est aussi en maison 6. Donc son émotionnel est au service de son quotidien. Donc peut-être cette personne a fait des innovations aussi. Avec, je sais pas, en lien avec son émotionnel. En fait, j'ai plein de choses à dire, mais cette personne a aussi eu besoin d'exprimer son émotionnel beaucoup, parce que c'est en conjonction avec Mercure, donc la planète de la communication. Donc un accès direct à son émotionnel, à son inconscient. Quel genre de destin tu penses que cette personne a eu ? Pour moi, il y a vraiment cette notion de avec les aspects de tension. Pour moi, cette personne, elle a eu vraiment... elle a dû se transformer vraiment. Genre, déjà, avec cet aspect direct Soleil, Pluton, le Soleil, c'est ton essence. Et Pluton, c'est la mort et la renaissance, en fait. Donc cette personne, je pense, est morte et elle a dû renaître plusieurs fois de ses cendres. Donc voilà, il y a un côté mort et renaissance, transformation. Ce côté aussi contenu. C'est comme si cette personne, elle avait été mise un peu à l'épreuve, à l'étroit. Si elle pouvait pas trop s'expandre non plus, pas trop... ouais, il y a un côté un peu maîtrise, parce que tu vois, elle a son milieu de ciel en Taureau. Donc il y a un côté aussi très... très construction, très, tu vois, très terre à terre. T'as Saturne aussi qui est dans cette conjoint, donc ça donne un côté très sérieux à cette personne aussi. Et en même temps, avec Uranus qui est conjoint à Saturne, donc c'est la planète maîtresse des Verseaux, donc il a beaucoup de Verseaux, donc pas mal d'innovations. Je pense qu'il a révolutionné pas mal de choses. Je pense qu'il a apporté des choses un peu nouvelles et un peu révolutionnaires. Ça s'est éteint. Tu veux savoir c'est qui ? Est-ce que je fais fausse route ? Non, il y a des choses intéressantes, mais je pense que la réponse va te surprendre. Ok. Ouais, il est à côté de toi. Mais non. Ouais. Ok.
C'est Mohamed Ali. D'accord. Donc c'était intéressant que tu parles d'aspect de tension, parce que ça me fait penser bien sûr à la confrontation. Ok. Côté terre à terre, il y a aussi le côté discipline et l'innovation. On peut dire que oui, c'est quelqu'un qui a participé à beaucoup de changements et peut-être qui a apporté des changements aussi. Ouais. Et tu disais à un moment qu'il s'est transcendé par la religion. C'est vrai qu'il y a une conversion à l'islam dans sa vie et qui est très importante. Il a rejoint justement la Nation of Islam, qui est catégorisée comme secte aujourd'hui, je crois, mais en tout cas, ça a joué un rôle très important dans sa vie. Donc non, il y a des indices intéressants. Émotionnellement, il était comment ? Difficile de distinguer le personnage public du personnage privé. Publiquement, bien sûr, Mohamed Ali, très lumineux, très chaleureux, excellent communicant, poète, éloquent. Dans la vie privée, difficile de savoir ce qu'il était vraiment, mais un homme de famille. Ouais. Voilà. On essaie le deuxième ? Allez. La deuxième carte. Si tu as besoin de détails en plus, je peux aller sur le site et te les trouver. Hein, si ok. Alors déjà, je sais pas pourquoi j'ai envie de regarder d'abord le milieu de ciel. Cette personne déjà a un milieu de ciel en lion. Donc pour moi, elle a vraiment cette capacité de briller, leadership un peu. C'est quelqu'un qui est peut-être suivi, honoré, enfin en tout cas qui a quand même une certaine notoriété. J'imagine, puisqu'elle est connue, mais dans le sens vraiment lumineux, quoi, tu vois. Il y a un Jupiter qui est en maison 10 aussi, donc ça nous parle un peu de succès, de... Après, c'est un Jupiter pas très bien aspecté, mais... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Alors, soit... En fait, c'est très compliqué de parler de ce que cette personne est devenue ou est aujourd'hui ou comment elle est connue, parce que ça, c'est le thème natal aussi. Donc ça, c'est des challenges que la personne, elle a pu avoir, mais que nous, on ne sait pas forcément aussi. Donc je ne sais pas comment ça s'est manifesté. Soit elle l'a travaillé par la suite, soit elle ne l'a pas travaillé, je ne sais pas. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue non plus. Bien sûr, bien sûr. Mais donc voilà, cette personne, elle a... elle est poisson. Donc très connectée, déjà. Moi, je pense qu'il y a un côté très, très spirituel dans cette personne. Elle a un stellium en poisson. Donc elle a un amas de planètes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs planètes dans le même signe, dont Vénus, Pluton, Soleil et Mercure. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est quand même très sensible. Pareil, il y a peut-être aussi cette notion de spiritualité ou de religion qui est importante pour elle. Conjonction avec Pluton et Vénus. Donc pour moi, ça me donne un côté un peu torturé quand même. Il y a un côté très... Ouais, c'est un côté je suis connectée avec le grand tout, mais en même temps, est-ce que je l'assume vraiment Je sens pas mal de déchirement, peut-être même dans la sphère familiale, parce que tout ça est en maison 4, dans la maison de la famille. Donc est-ce qu'il y a eu des pertes de proches qui l'ont transformé aussi, je sais pas. Peut-être la perte d'un père, je sais pas. Après, et en même temps, avec Vénus, qui est conjointe aussi, ça met quand même un peu de douceur, un peu de beau, un peu d'harmonie. Donc peut-être que cette personne a vécu des chocs transformatifs, mais quand même, il a réussi à les transcender et à en sortir. Je pense peut-être grâce à Vénus qui vient quand même soutenir un peu ça. Parce que sinon, ça aurait pu être une personne très très torturée. En plus du fait qu'il soit ascendant Scorpion, l'ascendant Scorpion t'invite quand même à un destin qui est très lié à la transformation, à subir des petites morts et des renaissances, quoi. Ça me dit aussi que c'est une personne qui est un fort magnétisme. Elle était très
magnétique ou enfin en tout cas attirante, enfin on l'admirait peut-être, tu vois. Il y a un côté très lune en Sagittaire aussi, donc besoin d'exprimer son émotionnel, besoin d'exprimer sa quête en fait, parce que t'as la même lune toi. Donc c'est une lune qui veut trouver sa vérité, qui a besoin de partager au monde ce qu'elle a compris de la vie. Elle a besoin de comprendre la vie d'un point de vue vraiment très ouais, très grand en fait, tu vois. Ça s'éteint. Est-ce que tu veux savoir qui Ouais. c'est? Est-ce que je fais fausse route? Bah non, en fait, c'est... Je pense que tout ce que tu dis, c'est très pertinent, parce que c'est Victor Hugo. Ok. Et j'ai envie de vérifier un truc. Pourquoi t'as choisi Victor Hugo? J'aime trop Victor Hugo. J'adore. Okay. Ah, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était charismatique. Ouais. Mort de sa mère à l'âge de 19 ans. Ah. Ça recoupe sur ce que tu disais. Mm. Et mort de sa fille. Bah oui, Demander l'aube. Et oui, la noyade de Léopoldine. Mm. Ouais. Et il a perdu un autre enfant. Il a perdu 2 autres enfants. Alors, à un moment, je voulais dire perdre un enfant, mais j'étais pas... Son fils Charles meurt en 1871 et François Victor en 1873. Ok, tous ses enfants sont morts. Ouais, il a survécu à presque tous ses enfants. Ok. 3e, t'es prête? Oui. C'est perturbant comme exercice. Oui, j'imagine que c'est pas facile. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce 3e thème? Bah pareil, très peut-être quelqu'un qui travaille, qui est connu pour son aspect soit thérapeutique, soit tout ce qui est en lien avec la psychologie, mort, torture. Franchement, c'est très pertinent. Ouais. Parce que du coup, tu as le milieu de ciel qui est en scorpion. Cette personne a aussi son soleil en scorpion. Elle a aussi Saturne en scorpion. Elle a aussi Vénus en scorpion. Bref, beaucoup de scorpions. Et tout ça a un aspect direct avec Pluton, donc la planète maîtresse du scorpion, qui est en maison 3, donc la maison de la communication. Donc comment je vais venir exprimer tout ça un petit peu. Donc pour moi, ces transformations ont été expliquées et exprimées. Son soleil est en maison 9, donc la maison du Sagittaire, de la quête, de la compréhension. Donc autant il y a le côté scorpion qui va venir te transcender, aller chercher les choses dans les bas-fonds, aller plonger dans les profondeurs. Et en même temps, tu as ce côté Sagittaire qui ne te laisse pas sombrer vraiment, parce que tu as ce côté optimiste du Sagittaire qui te permet vraiment de te tenir, on va dire, en haleine, parce que tu as cette excitation de venir creuser et de comprendre la vie, et ça te laisse pas vraiment sombrer et mourir en fait. Ouais, curiosité insatiable. Ouais. Donc autant tu as ce côté, cette capacité de plonger, mais c'est un peu dans le but de le servir. Ça veut pas dire que cette personne n'a pas eu des moments de mort et de renaissance et de choses compliquées qui l'ont transformé et qui l'ont fait plonger. Mais pour moi, cette personne a potentiellement réussi à le partager. Et aussi, on voit une certaine discipline aussi chez elle, par Saturne. Et aussi ce côté beau aussi, par Vénus, elle a potentiellement sublimé, excellé dans sa carrière, quoi. Quoi d'autre? Il y a un Mars aussi qui est en Scorpion. Ouais, pour moi, pareil, très, très charismatique aussi, potentiellement. Mercure en Sagittaire, donc pareil, attrait pour la philosophie, pour la compréhension de la vie, et tout ça, ça se joue dans la maison de la carrière. Donc pour moi,
sa mission de vie, c'était vraiment... je pense vraiment qu'il s'est dédié. Toutes ces expériences ont été là pour servir le collectif. Lune en poisson. Lune en poisson, donc très connectée. Je peux t'en parler de la lune en poisson. Donc très connectée, des messages un peu divins. Donc pas mal d'eau finalement. Et cette personne était ascendant Capricorne, donc je pense que ça lui a donné un côté terre à terre. En tout cas, il donnait l'impression d'être posé, mais je pense qu'à l'intérieur, c'était quelqu'un d'hyper connecté et d'hyper émotionnellement très, très riche, je pense. Si tu devinais, si tu essayais de deviner quel genre de profession cette personne a pu avoir, tu penserais à quoi? Bah, psychothérapeute, peut-être... Sachant que tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant, je trouve ça très pertinent. Bah, ça aurait pu être aussi dans le soin. Ouais, grave. Tu vois. C'est Marie Curie. Ok. D'accord. Donc tout ce que tu as dit me paraît assez bluffant. Ok. Pareil, je connais pas sa vie perso, donc je peux pas... Vie perso de Marie Curie. Allons valider. Après, t'as pas dit grand-chose sur sa vie perso. T'as plutôt parlé de son destin de vie ou le pro, ouais. la recherche, le côté soin, le don. T'as vu que c'était vraiment, ça prenait toute la place. La planète était en haut, donc... Ouais. Donc tu vois, c'est ce qui m'a interpellée le plus. Puis finalement, Pierre et Marie Curie, hein, ils ont bossé ensemble. Ok. Ils ont travaillé ensemble, ouais. Dans leurs études, une relation d'abord intellectuelle. Ouais. Donc tu vois, une lune en poisson, c'est vraiment cette connexion un peu divine et ouais, besoin de soigner les autres, quoi. De servir. Il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé, qui a apparu un petit peu en filigrane de la conversation, c'est celui des ombres. Oui. Donc l'ombre que tu découpes quand tu fais de la silhouette, donc c'est l'ombre de la personne, mais qui est aussi le profil de la personne, et aussi les ombres que tu explores à travers l'astrologie et le coaching. Comment est-ce que tu vois ce sujet-là, cette idée de mettre en lumière ce qui n'est pas forcément conscient? Je sais pas si je vais répondre à ta question. Essaye. Mais pour moi c'est la base, en fait, de venir regarder ce qu'on n'a pas envie de voir. Et justement, je pense, de plus en plus, je me qualifie d'accompagnatrice émotionnelle. Je pense que je peux avoir ce côté assez rassurant et nourricier, un peu comme une maman qui va venir t'envelopper, pour que les gens n'aient pas peur, en fait, de venir explorer ces parts d'ombre. Et je pars du principe que plus on est conscient de ce qu'on essaie de mettre sous le tapis, plus on peut se rendre compte que ce sont finalement des forces et des qualités que peut-être on n'a pas su voir. Car récemment, j'ai repensé à... J'en ai parlé hier à ma sœur. J'ai été beaucoup critiquée quand j'étais jeune parce que j'étais trop sensible, j'étais trop machin, j'étais trop truc. Et en fait, je me suis dit, mais pour moi, c'est comme si c'était des ombres. C'est comme si c'était des choses que je devais cacher. Et c'est devenu limite... j'en voulais pas, en fait, de ces choses desquelles on me qualifiait. Et plus je me suis détachée de ça, et plus j'ai commencé du coup à voir dans mon thème que c'est ce qui me qualifie, en fait, c'est moi. Donc oui, je suis trop sensible, je suis trop comme ça. Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu des forces. Et oui, cette sensibilité qui était peut-être trop, je vois que je peux aider d'autres personnes où j'arrive à rentrer en lien d'une manière beaucoup plus profonde que ce que les gens ont l'habitude de rentrer. Et en fait, ouais, finalement, pour moi, c'est devenu une corde à mon arc plutôt qu'un truc qu'il fallait que j'enlève comme une mauvaise herbe, en fait, quoi. Et toi, sur
dans ton cheminement à toi, tu dirais que qu'est-ce qui t'a aidé justement à prendre conscience de ces zones d'ombre, de ce que toi t'avais mis sous le tapis, tu vois? Parce que j'imagine que aujourd'hui tu aides les gens à le faire, mais t'es passé par ce chemin-là aussi. Comment t'es arrivé à tout ça? Franchement, je pense que tout est arrivé en mode effet boule de neige, quoi. Ouais. Il y a eu tout un concours de circonstances à une période de ma vie. Enfin, je pense que même je suis née dans le chaos, en vrai. Mais tu vois, tout ça, c'est venu rajouter des choses. Et en fait, depuis toute petite, je vois la vie comme un parcours. Je me suis toujours dit, ah, c'est marrant, il m'est arrivé ça. C'est parce que aujourd'hui je vis ça, je suis sûre que j'ai vécu ça parce que truc. Et en fait, c'était un peu un petit jeu quand j'étais gamine. Et plus j'ai grandi, et plus je me suis dit, mais en fait, carrément, en fait, tout a un sens, voilà, c'est un peu une chasse au trésor, quoi. Et quand j'ai eu, du coup, un peu ce point de rupture, quand j'ai eu des problèmes de santé, parce que je suis passée par une phase d'incompréhension et de errance médicale sur un truc qui au final n'était pas si grave que ça. Mais c'est marrant, je pense que j'ai dû galérer pour en arriver à là. Et ouais, tout ça, ça m'a fait me reconnecter à moi en fait. Et ça a fait que voilà, je comprenne la puissance d'apprendre à se connaître, ce que ça peut t'apporter en fait. Parce qu'on est tout le temps à l'extérieur de soi, on cherche tout le temps la validation externe, on cherche tout le temps à ce qu'un médecin nous soigne, et sans jamais vraiment se dire, mais en fait, à quel moment je me reconnecte à moi, je reviens à l'intérieur et qui je suis moi. Parce que moi, c'était un peu mathématique finalement. Qui je suis, ouais. Ouais, t'accepter pleinement tel que tu es et pas remettre en question. Tout ça, ça me parle à titre personnel. Ouais. Ta sensibilité, comment tu peux trouver un endroit où est-ce que tu peux l'utiliser. Mm. Alors, je note quand même que tu as dit quelque chose d'intéressant sur la chasse au trésor, parce que je vois vraiment l'astrologie et le thème astral comme la carte de notre chasse au trésor personnel. Tu vois, c'est comme si dès le début on avait cette carte qui disait, Mais voilà, oui. ça c'est ta carte à toi, de ta chasse au trésor à toi. Et ça, je trouve que c'est génial. Exactement. Ouais. Mais ça veut pas dire... Enfin, ça fait 10 ans que j'étudie ma charte. Hein. C'est la première fois que j'ai pris conscience de l'astrologie. Je me suis dit, ok, les informations que j'ai me parlent, mais c'est comme si c'était trop loin encore pour moi pour l'intégrer. Et en fait, au fur et à mesure que je vis les choses, je me dis, bah ouais, en fait, carrément, c'est parce que ça. Et en fait, c'est tellement riche, de toute façon, que même si je te disais exactement qui tu étais, comment tu es, et on te donnait tout entre les mains, on peut pas l'intégrer, on peut pas le digérer. Donc pour moi, c'est une co-création avec l'univers aussi. On te dit des choses, tu vas l'oublier, tu vas vivre ta vie, et à un moment, pouf, ça va revenir au bon moment pour t'éclairer. Donc pour moi, c'est ça aussi l'importance, entre guillemets, de ces outils-là. Pour moi, c'est pas une vérité absolue, mais ça vient un petit peu placer le curseur à un certain endroit et ça vient te dire, ok, tu te places où là-dedans, en fait? Et parfois, tu dis, bah ouais, ça me parle, mais bon, Ouais. on verra, et un jour, ça prend son sens et la graine a été plantée, quoi. Alors, on enregistre ce podcast dans une période de Mercure rétrograde. Comment est-ce que tu te sens? Franchement, j'étais pas sereine du tout. J'ai déjà expérimenté d'enregistrer des choses en Mercure rétrograde. C'était une catastrophe. Ça finit mal. C'était vraiment une catastrophe. Et c'est devenu un peu une blague. Et quand tu m'as dit ça, je me suis dit, bon, allez. Bah écoute, on va voir. Je veux pas... Voilà, je touche du bois. Hein, je vais pas... Mais moi, ça, c'est le côté auquel j'adhère moins de l'astrologie. Le côté... Trouver des excuses. Ouais, c'est-à-dire que quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Oui, bien sûr. Et je me dis pas, parce qu'il y a ça, ça va pas bien se passer, ou tu vois. Je préfère même ne pas savoir. Après, comme tu le disais, là, comme tu viens de le dire, peut-être avec le recul, tu vas te dire, putain, j'ai plein de merde à cette période, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais, ça aide à ça. Mais j'ai du mal à y croire, personnellement. Franchement, ça aide à prendre des précautions, tu vois, parce que moi, j'ai une journée qui est très révélatrice de Mercure en rétrograde. Je m'en souviendrai toute ma vie, quoi.
Franchement, c'était le parcours du combattant. J'avais juste un train à prendre. J'ai raté le bus, le train, le truc. Je me suis cogné la tête. Ça m'a fait mal au cervical. Enfin bref, j'ai vécu une journée éprouvante. Alors qu'il suffisait juste d'anticiper un petit peu parce que je le savais déjà en fait. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de dire que c'est à cause de Mercure. Mais pour moi, ça peut te donner une petite piste pour peut-être prendre ses précautions. Tu vois, c'est tout. J'aime bien la métaphore des saisons, de dire que y a certaines choses qu'on plante à certains moments et que du coup, les transits, ce serait un peu pareil. C'est pas une interdiction, enfin, c'est pas un truc qui t'empêche, mais c'est une indication de quel est le moment le plus propice pour faire ça ou pour faire ça. Mais bon, ça, c'est le côté qui m'intéresse, moi. C'est le côté que j'ai envie de laisser de côté. T'as raison. J'aime bien. On prend ce qu'on aime bien. Ouais, mais grave. Moi, la carte la carte de la chasse au trésor, ça, j'aime. Ça, je garde. Alors, pour toi, on va faire abstraction des choses pas cool. Ce que les étoiles elles font et tout, ça, c'est leur problème. Moi, je suis incarné. J'ai un libre arbitre. C'est déjà pas mal. Voilà, débrouillez-vous. Faites ce que vous voulez. Laissez-moi faire ma vie. Et donc je rebondis sur ce que tu avais l'air de dire, le fait que ces outils ont aussi... Parce que tu as commencé à pratiquer entre 2019 et 2020, c'est bien ça ? Oui. Il y a eu la formation, donc il y a eu avant et après Covid, astrologie, ensuite tarot, mais tu as commencé à t'intéresser à tout ça avant ? En fait, aussi loin que je me souvienne, c'est toujours des sujets qui m'ont intéressée. Ok. Petite, avec ma sœur, on se disait, nous, notre mamie... Alors elle a des intuitions, c'est une sorcière. Enfin, on a toujours eu des trucs comme ça. Ouais. En mode moi je fais des rêves et tout. Et en fait on a toujours eu cette ouverture à la spiritualité, à tout ce qui était sensibilité. J'ai toujours été consciente de ma sensibilité, mais j'ai jamais su vraiment y mettre de mots. Puis surtout qu'on est quand même dans une génération où on a vécu un peu cette transition. Mais c'était quand on était petit, on n'en parlait pas de tout ça. Donc tu savais pas si c'était normal ou pas d'avoir des intuitions, tu savais même pas poser de mots sur ce que tu ressentais ou ce qui te traversait. Donc au final, ça faisait partie de mon quotidien sans vraiment en faire partie non plus. Enfin, c'était... Et puis quand j'ai découvert l'astrologie, je t'ai dit, c'était au fur et à mesure de mon parcours un peu initiatique, parcours du combattant, ma errance médicale. Et en fait, quand j'ai fait ça, la formation, et quand mon astrologue, elle a commencé à lire mon thème, parce que j'ai adoré apprendre comme ça, elle nous a appris sur nos propres thèmes. Et là, quand elle m'a dit, Mel, t'as eu des problèmes de santé à ce niveau-là, ou en tout cas, c'est écrit que tu es sujette à ça, je me suis dit, c'est quand même ouf. Comment elle sait ? Et là, c'est venu me pêcher et je me suis dit, mais c'est incroyable en fait. Puis elle m'a redit un autre truc. Quand j'étais petite, j'étais bègue. Et elle m'a dit, t'as un aspect de bègue. Et là, je me suis dit, wow. C'est quand même ouf. C'est incroyable. Et ensuite, elle m'a quand même mis en lumière ce côté sensibilité un peu médiumnique. J'aime pas du tout ce mot, mais pour moi, voilà. Aujourd'hui, je prends le terme médium comme quelqu'un qui délivre un message plus. Et, intermédiaire. C'est ça. Donc voilà, quand elle m'a parlé de ça, je me suis dit, ok, ça me parle pas vraiment. Donc voilà, c'était un peu ce truc de je réfute. En plus, j'ai un soleil carré lune. Donc ça veut dire que ce que je pense de moi et ce que les gens pensent de moi, il y a une contradiction de fou en fait. Même moi, j'arrivais pas à me voir telle que j'étais. Et voilà, et déjà, j'ai pris conscience de cette contradiction interne, je l'ai mise en lumière. Et du coup, ça fait 10 ans que je travaille sur ce soleil carré lune. À chaque fois que je suis confrontée à des expériences, à des choses, je me dis, ah, ok. Donc, ça vient peut-être de ça. Et ça permet un peu d'incarner un peu plus qui tu es et de l'assumer en tout cas. C'est intéressant, ça peut même être dérangeant, cette idée qu'il y a des problématiques qui pourraient être inscrites déjà sur notre thème, notre carte au trésor. Mais ça me fait penser à un truc que tu disais tout à l'heure, quand tu disais que parfois il y a des aspects de tension dans un thème, ce sont aussi autant d'opportunités. Et en t'écoutant, j'ai ce sentiment que finalement,
ces problèmes de santé que tu as eu, par exemple, ça t'a aussi mis sur un chemin, parce que ça Bien t'a mis sûr. sur le chemin de t'intéresser à des thérapies alternatives, plutôt douces. Oui. Je sais que tu m'as déjà parlé de l'homéopathie, Mhm. en off, juste avant qu'on commence, et il y a aussi le côté... ça t'amène aussi à la compréhension de toi, Oui. qui te permet ensuite d'aider les autres via l'astrologie et le tarot. Mm. Et puis finalement, tu vois, progressivement, on est en train de boucler la boucle qu'on a commencé au début, parce qu'on revient à la silhouette. Oui. Comment est-ce que tout ça t'aide dans les 5 minutes que tu vas passer avec quelqu'un, que tu vas découper sa silhouette, à créer un moment encore plus vrai. Bah, c'est ça. Et ce que je te disais tout à l'heure aussi en off, j'ai pris conscience que mes problèmes de santé sont remontés à la lumière au moment où j'ai commencé la silhouette. Donc c'était un moment où je commençais à devoir me mettre en lumière à travers cette ombre que je découpe. Et là, je commence à avoir ces soucis où j'avais par exemple toute la peau qui était recouverte d'acné et je me donnais un spectacle. Donc pour moi, c'était un challenge de fou finalement de devoir venir, que les gens me regardent. Et en fait, il y avait un truc hyper thérapeutique aussi pour moi de me dire waouh, là je suis vue. Mais de quelle manière je suis vue? Est-ce qu'on me regarde moi, mon enveloppe, ou est-ce qu'on va venir regarder ce que j'ai à offrir et mon énergie et ce qu'il y a à l'intérieur de moi en fait? Et j'ai l'impression qu'en fait, je me suis plus concentrée là-dessus que sur le physique, que sur l'image que je renvoyais. Et je pense que c'est là aussi où ma guérison a aussi commencé. Parce que dans mon thème, ma thématique, c'est la confiance en soi. Et clairement, si je regarde mon parcours, c'est vraiment ce truc, ok, aujourd'hui, je me dis que c'est quoi avoir vraiment confiance en soi. Et pour moi, ça passe pas du tout par l'aspect physique. Ça passe vraiment par quelle est ma richesse, qui je suis vraiment, quelle est mon unicité, enfin, qu'est-ce qui fait que je sois unique sur cette terre. Et j'ai pas la réponse, hein, mais je pense que ouais, je tends vers là. Est-ce que tu trouves un peu de sens dans le fait de te mettre au service des autres? Bien sûr. Bien sûr. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est un côté peut-être même un peu égoïste parce que c'est donnant-donnant. Sinon, ça circule pas. Ouais, tu bosses sur toi aussi. Bien sûr. Ouais. Tout le temps. Mm. Comment est-ce que tu vois la suite? Comment est-ce que tu penses que tout ça, ça va évoluer? Ce que je fais, Ouais. j'ai très envie de... déjà, avec ma sœur, on est en train de développer cet aspect-là dans l'événementiel. Parce qu'on travaille dans l'événementiel. Et on a commencé à créer des capsules astro et silhouette en même temps. Donc ça marche énormément parce que du coup, les gens repartent avec leur profil psychologique et leur profil découpé au ciseau par l'une et l'autre. Je vais faire une parenthèse aussi par rapport à ma sœur, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu des problèmes de santé en miroir. C'est qu'on a eu la même chose qui s'est révélée différemment chez l'une et chez l'autre, et on a fait tout ce parcours ensemble. Donc c'est très intéressant que le jour où je me dise « Ah bah ok, je vais faire aussi de la silhouette, je suis légitime », parallèlement, on plonge dans un truc où on se retrouve toutes les deux embarquées dans une errance médicale qui nous ouvre un monde et finalement qui permet aussi d'allier les deux et de trouver un petit peu un sens et quelque chose de plus grand finalement, parce que je trouve que quand je fais de l'astro ou du tarot, j'apporte vraiment quelque chose de plus profond et de plus, on va dire, ouais, des clés en fait aux gens. Et c'est des clés que je pense que j'aurais aimé recevoir quand j'étais soit plus jeune, soit si j'avais pas conscience de ces outils en fait. Ouais, c'est là que ça a beaucoup de sens et que c'est beau de pouvoir aider les gens comme ça. Mais tu parlais de ta sœur, je voulais arriver à ce sujet aussi justement parce que je sais qu'il y a une relation très forte entre vous deux. Elle est apparue dans l'histoire que tu nous as racontée à des moments où on a l'impression que sans l'être, vous êtes presque des jumelles. Totalement. On est Gémeaux toutes les deux déjà, ça aide. Mais ouais, on a été beaucoup critiqués aussi pour ça. Pour votre proximité. Oui. Ouais. Donc ça a dérangé beaucoup de gens. Et jusqu'à ce qu'on se demande à quel point c'était normal d'être aussi proche et fusionnel.
Et au final, pour moi, pour rien au monde, enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir une relation fraternelle comme ça, en fait. C'est le plus beau des cadeaux que j'ai eu dans mon incarnation, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu ma référence, quoi. C'est un peu ma référence de comment une relation doit se passer je dirais, à une grande échelle. Parce que pour moi, je ne fais pas de différence entre les relations amicales, fraternelles ou même amoureuses. Pour moi, c'est à quel degré tu t'ouvres et t'es toi-même avec l'autre. Et plus t'es ouvert, plus t'es toi-même, plus le lien peut être fort et solide. Voilà. Ma sœur, pour moi, c'est ma ref, quoi. Et c'est d'autant plus sublimé que vous travaillez ensemble. Oui. Pas toujours, mais parfois, dans certains cadres. Tu parlais tout à l'heure de l'astro et de la silhouette, oui. De cette prestation que vous développez. Et ouais, je trouve que justement, quand il y a ce côté-là, cette relation qui s'exprime en plus et qui se passe bien dans ce contexte-là, bien sûr. Ça multiplie ce que vous êtes capable d'offrir ensemble. Et puis en plus, vous avez des intérêts très similaires. Donc bien sûr. quand chacune évolue, elle peut mettre à jour l'autre, ce qui permet d'avancer plus vite. On fait que ça. Et en fait, on a des manières en plus complémentaires de voir les choses. C'est que ça peut être similaire d'un côté, mais opposé d'un autre. Par exemple, si tu te fais faire ton thème astral avec ma sœur et avec moi, tu vas avoir des éléments complètement différents. Et pourtant, il y a des choses qui vont forcément se rejoindre, mais notre manière de travailler, elle est complètement différente. Moi, ma sœur, elle me dit, mais toi, alors tu prends les trucs par-dessus la jambe et ça marche, en fait, tu vois. Intuition. Ouais, totalement. Et grâce à elle, je vois à quel point moi, je peux être détachée complètement de la structure, de la méthodologie, de plein de choses. Et moi, je suis impressionnée par son côté scolaire et organisé. Rigoureux. Je me dis, waouh, c'est cool. Du coup, elle me donne envie de m'améliorer à ce niveau-là. Et je pense que moi, je l'amène un peu plus dans son côté meuf. Vas-y, ose. Ouais, laisse passer ce qui passe. Mais je te l'ai déjà dit, mais peut-être qu'un jour, tu n'auras plus besoin des cartes. Ouais, je pense. Tout à l'heure, tu me demandais vers où ça va. Je pense que ça va vers là, en fait. Ça va vers, encore une fois, une autre couche de la confiance en soi. Je pense qu'aujourd'hui, je me cache un petit peu derrière ces outils pour me dire, c'est grâce à eux que je peux voir les choses, ressentir. Mais en vrai, peut-être que même sans ces outils-là, j'arriverais à apporter des clés sans support, quoi. Est-ce qu'il y a un autre truc dont tu voulais parler, Mel ? Pour finir sur les projets futurs, ouais, j'ai vraiment envie de créer des structures où les gens, tu vois, où je pourrais apporter des choses un peu en immersion, un peu de tous les outils auxquels j'ai eu accès. Et vraiment partager ça à un peu à une plus grande échelle et créer vraiment une connexion avec les gens. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu une bataille déjà entre les sexes qui me dérange énormément. Personne ne revient à un truc simple en se disant en fait on est tous dans la même galère, on est tous dans la même quête de savoir qu'est-ce qu'on fout là en fait et on passe notre vie à pointer l'autre du doigt alors qu'au final venez, on revient à nous-mêmes et on essaie de se rencontrer vraiment, que ce soit nous-mêmes ou les uns et les autres, au lieu d'en avoir peur, finalement. Je pense que c'est la base de tous les conflits aujourd'hui. Ouais, et je suis vraiment d'accord avec ça. Je crois que le conflit qui prend forme à l'extérieur, c'est aussi un reflet du conflit intérieur non résolu. Le conflit entre les hommes et les femmes, c'est pour moi une projection extérieure du conflit du masculin et du féminin, de comment ces polarités déjà à l'intérieur de nous ne sont pas bien intégrées, d'une période de transition aussi. Donc tout ça, ça me parle vraiment et c'est cool que vous soyez en train de plancher sur des immersions avec ça et avec les outils et les connaissances que vous avez développées au cours des années. Ça et aussi par les pratiques parce que je suis allée quand même chercher plein de solutions ailleurs et voilà, je comprends aussi l'importance de mettre son corps
aussi en pratique, en mouvement, comment tu fais pour ressentir les choses à l'intérieur de soi. Et voilà, par exemple, récemment, j'ai passé une période un petit peu en déconnexion avec ça. J'ai des rigidités de partout, j'ai mal partout et je me dis waouh, ok, je le sais pourtant, hein, mais voilà, je suis dans une phase où je m'écoute pas forcément, où dès que tu fais un pas de travers, ton corps te le rappelle, quoi. Donc voilà, c'est très important d'être, pour moi, dans cette écoute de soi et du coup forcément de son entourage et des autres, quoi. C'est fou, hein, même quand on le sait, ça veut pas dire qu'il Ouais. n'y a pas la vie qui se met évidemment. Et les circonstances. Ça serait trop beau. Bah oui, grave, tu m'étonnes. Non, c'est bien sûr, ça suffit pas de le savoir. Faut le pratiquer. Et oui, le corps, ça me parle aussi. Hein. J'ai grave tendance à négliger mon corps. Mais il me rappelle à l'ordre de plus en plus au fur et à mesure des années. Et oui. Ça est de plus en plus fréquemment. Ouais. C'est plus pareil là. Je vois mon crâne se dégarnir et tout. Et je comprends certaines choses. Mel, c'était un beau tour d'horizon. Oui. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu veux ajouter pour conclure ? Ouais, je pense que apprendre à aimer nos ombres et à nous aimer les uns les autres, c'est pas mal. Très utopiste comme fin. Ouais, mais c'est vrai. Aimer nos ombres, les reconnaître, les intégrer pour mieux aimer les autres, les comprendre aussi. Moins les juger. Et ouais. Puisque ce que j'ai reconnu en moi, je le jugerai moins à l'extérieur. Pas du tout. C'est avoir de la compassion finalement, d'abord pour soi. Tu vois, je vais faire une petite parenthèse. Récemment, j'ai réalisé que j'ai jamais eu de la compassion pour ce que j'avais pu vivre avant. Je me suis jamais autorisée à avoir de la peine. Et au final, c'est la base de reconnaître qu'en fait, t'as vécu des choses et que c'était pas simple et qu'aujourd'hui, tu les as dépassées en fait, il faut tout reconnaître. Avoir de la peine pour soi, être fier pour ce que t'as parcouru et pareil, pour les autres, quoi. Voilà. Moi, je voulais te dire merci, Mel. Merci à toi. Non, je voulais te dire merci aussi parce que tu as été présente pour moi dans des moments difficiles au cours de ces dernières années, et tu le sais, des moments vraiment difficiles, vraiment de grandes transformations, et tu as toujours été une personne à l'écoute et jamais dans le jugement, toujours très chaleureuse. Et je voulais te dire merci pour ça. Je voulais te remercier. Je voulais aussi te rappeler que tu m'as tiré un jour une carte, qui était la carte de l'ermite, à un moment où je venais d'écrire un texte qui s'appelait « Je suis le porteur d'une lanterne que je ne comprenais pas ». C'est vrai, tu m'as tiré la carte peut-être 1 ou 2 semaines après que j'écrive le texte, que je ne comprenais pas. Et je t'ai fait tout un truc autour de la lanterne. Ouais, donc l'ermite qui porte une lanterne sur la carte que tu me tires. Donc voilà, ça c'est des indices de moments de comment toi, tu as été une présence vraiment nourrissante pour moi. Et je voulais sincèrement te remercier pour ça. Merci à toi, vraiment, ça me touche. Et tu viens de te mettre un peu plus en lumière aujourd'hui. Ouais, challenge de fou pour moi. C'est bien passé. Ouais. Bon, je touche du bois, mais Mercure rétrograde, pour l'instant, ça va. Enfin, sauf si catastrophe et que tout va exploser ou que ça sort jamais. Pour les personnes qui ont apprécié cette conversation, veulent te contacter ou vous contacter, que ce soit pour la silhouette, pour le tarot, pour l'astro, pour les immersions à venir, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, moi, je suis très active sur Insta. Donc c'est Mel Silhouettiste. J'ai un autre compte que je n'alimente pas trop, mais qui est un peu cette partie ésotérique. C'est Ryts, R-Y-T-S, qui veut dire Reflect Your True Self. Donc voilà, je pars du principe que on est le miroir les uns des autres et que on peut se permettre de se refléter notre vraie personnalité, notre vraie personne
voilà, si on autorise à s'ouvrir. Voilà, ça vient aussi du human design. On n'en a pas parlé, mais voilà, on fait partie de 1% de la population, toi et moi. Les réflecteurs. On est réflecteurs. Ouais. Donc voilà, si les gens sont intéressés, ils pourront venir me poser des questions. Parfait, voilà. On va mettre tout ça à l'écran, ce sera en description pour les personnes qui sont sur les plateformes audio. Ouais. Merci beaucoup Mel. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.